Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue à ces rencontres des savoir-faire. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire voyager, dans tous les sens du terme, avec les wagons-bars, avec j'allais dire presque un habitué maintenant, puisque ce n'est pas la première fois qu'il vient, mais je laisse Pierre Saner présenter l'intervenant, et on se retrouve à la fin pour les questions. Très bonne soirée à vous tous. Bonsoir, bonsoir Arthur. Donc Arthur Mettetal, que j'ai le plaisir donc d'accueillir et je pense qu'il est touché de votre présence. Arthur Mettetal est, comme on dit dans le Grand Est de Bezac, né à Besançon. Vous êtes historien, spécialiste du patrimoine ferroviaire et industriel. Et puis, depuis de nombreuses années, vous étudiez, vous intéressez et vous popularisez, en véritable médiateur, les traces matérielles et immatérielles. Alors, on creusera ça, je pense, au cours de l'exposé, à la fois de l'industrie, et cela à travers les fonds d'archives photographiques, à travers le médium photographique, à travers la photo. Vous êtes également spécialisé dans le fonds d'archives et les collections d'entreprises. Vous avez travaillé sur la mémoire ouvrière, sur un sujet qui était tout à fait passionnant, puisque j'avais eu l'occasion de le découvrir sur l'usine Métal Europe. Vous avez permis de mener une réflexion sur la place des cheminées d'usine, dit-on, de la verticalité sociale et ouvrière dans le département du Nord. Vous êtes à l'origine de nombreuses expositions, co-commissaire de certaines, usines, donc des mémoires comme on vient de l'évoquer, comme Signal Industriel. L'Orient Express, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette exposition qui avait en partie, sur le parvis de l'Institut du monde arabe, permis de faire venir un wagon de l'Orient Express et dans lequel on pouvait même déguster, j'ai bonne mémoire, c'était Yannick Aleno qui était au fourneau à l'époque. Et là, plus récemment, et l'objet aussi de notre conversation, ou plutôt de votre présentation, les wagons-bars et cette petite histoire du repas ferroviaire qui, pour ceux qui ont eu la chance de voyager dans le sud cet été, ont pu découvrir cette exposition aux Rencontres internationales de la photographie de Arles, et dont nous avons ici un exemplaire du catalogue que je ferai... Enfin, oui, c'est le catalogue, c'est à la fois l'ouvrage et le catalogue de l'exposition, qui est effectivement, comme pour filer la métaphore ferroviaire, comme le disait Marc, qui va nous permettre d'embarquer. Et pour ma part, quand on parle de wagons-bars, de restaurants, de plateaux repas, de buffets de la gare, j'ai ce moment très cher à la fois à mon cœur, un peu fantasmagorique du cinéma américain, de North by Northwest, ou plutôt la mort aux trousses, où Cary Grant est quasiment sauvé par la sublime Eva Marie Saint dans un wagon-bar et pour le reste, dans un wagon-restaurant, et pour le reste, ça appartient à la mythologie. Mais je crois qu'on va être plus en France et en Europe avec notre présentation. Arthur, le micro est à vous. Merci beaucoup Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous avoir pour une petite heure autour de cette thématique. Merci au Mobilier National pour l'invitation, Marc, Pierre et Hervé Lemoine. En effet, l'idée ce soir, c'est de vous parler de la gastronomie en mouvement, de la nourriture embarquée. Petit point introductif, on va mettre de côté tout ce qui est gastronomie ferroviaire fixe, et notamment la question des buffets de gare. C'est une thématique qui n'est pas traitée ce soir. On va vraiment parler de la nourriture à bord des trains qui circulent, qui roulent, et donc de cette question du wagon-bar. Alors, je profite aussi pour faire un tout petit peu de pédagogie autour de la terminologie wagon. Wagon en France désigne principalement des wagons de marchandises. Et en fait, en France, on dit plutôt voiture pour des passagers. Et donc, quand on est dans le TGV, on se rend plutôt à la voiture-bar et non pas au wagon-bar, puisque nous ne sommes pas une marchandise. Mais le terme wagon est utilisé ici parce que nous allons voyager à travers des archives d'une entreprise qui sont les archives de la Compagnie internationale des wagons-lits, et qui est une entreprise belge. Et en Belgique, le terme wagon désigne à la fois du transport passager et à la fois du transport de marchandises. Voilà, c'est pour la petite anecdote, mais des véroviphiles vous reprendront si en France vous parlez de wagon-bar et non pas de voiture-bar. Voilà.
Donc l'idée, c'était non pas de faire une présentation. Alors, bien sûr, elle est historique puisqu'elle va traiter de cette thématique sur le temps long, en tout cas à partir de la fin du 19e siècle. Mais c'est avant tout une histoire visuelle donc, que je vous propose ce soir. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la gastronomie et de l'histoire de la gastronomie à bord des trains. Je suis spécialiste de l'histoire de la compagnie des wagons-lits et en particulier de ces trains luxe dont l'Orient Express. Et aussi spécialiste de l'histoire de la photographie et de l'utilisation qu'en font les entreprises pour valoriser leurs activités, et notamment donc, la compagnie des wagons-lits qui va utiliser très tôt la photographie comme outil de promotion et de valorisation de ses activités. Donc tout ce que vous allez voir ici, en tout cas la grande majorité des images qui vous seront projetées sont des images qui proviennent du fonds d'archives de la Compagnie internationale des wagons-lits, dont j'ai la chance de m'occuper et qui vraiment est un fonds extraordinaire en termes d'images. Alors pas seulement, hein, c'est un fonds très complet qui est d'ailleurs consultable aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Mais voilà, là l'idée c'est vraiment de se concentrer sur les archives visuelles et photographiques et iconographiques. Donc petit rappel peut-être de cette compagnie. Hein. Donc cette compagnie elle a été créée en 1876 par un entrepreneur belge qui s'appelle Georges Nagelmakers, qui est issu d'une famille d'industriels et de banquiers de la région liégeoise, et qui va en fait importer un concept. Donc ce n'est pas un inventeur, c'est pas un génie inventeur qui va créer des trains de luxe de toutes pièces. Il va donc observer le concept de voiture-lit qu'il découvre aux États-Unis lors d'un voyage à la fin des années 1860. Et ce qu'il va faire, donc c'est vraiment, il s'intègre dans une dynamique de ce qu'on appelle à l'époque l'américanisme, c'est-à-dire aller observer des pratiques, des concepts, des produits, des procédés industriels aux États-Unis, et ensuite les ramener en Europe pour les adapter et les développer en tant qu'activité économique. Et donc, ce qu'il va faire, c'est donc observer la voiture-lit qui a été inventée par George Mortimer Pullman, qui est un Américain, et il va les tester aussi aux États-Unis. Et donc, il va ramener ce concept de voiture-lit en Europe, et il va l'adapter aux contraintes et aux enjeux et à toutes les problématiques du continent européen. Donc là, on est en 1876 quand il crée sa compagnie. On est à une Europe qui est morcelée avec des États, des empires. On sort de la guerre franco-prussienne. Donc il y a des vraies problématiques politiques, techniques, etc. Ce qui est important aussi dans l'histoire de cette compagnie, c'est qu'elle est belge. Elle est soutenue dès le départ aussi par Léopold II, hein, le roi de Belgique. Et ce caractère belge de la compagnie est aussi très important puisque c'est ce caractère belge qui va permettre à la compagnie de se développer au niveau international et ce développement aurait été tout à fait différent si l'entreprise avait été française ou allemande, tout simplement puisque la Belgique reste dans les grandes lignes un État plutôt neutre qui va permettre à cet entrepreneur de dialoguer à la fois avec les Français, avec les Prussiens, etc. Donc ça, c'est très important. Et aussi, surtout, dès sa création, mais surtout là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, le rail est à l'époque un outil stratégique au service du pouvoir politique. Donc le Royaume de Belgique comprend bien l'intérêt de développer une compagnie internationale pour aussi valoriser son pouvoir politique à travers le monde, notamment en Afrique, au Congo, etc. Donc la réalisation majeure que vous connaissez tous, le train le plus connu de cette compagnie, c'est le train Orient Express, hein, qui est créé en 1883. Donc le train qui dessert Paris et Constantinople et toutes les grandes capitales européennes sur son parcours. Ce qui est aussi très important à avoir en tête, c'est que cette compagnie, donc l'Orient Express est le plus connu, mais en fait va créer par la suite un réseau international de trains luxe. Donc l'Orient Express, c'est le premier, c'est le plus connu de par sa destination, de par tout ce qu'il incarne à la fin du 19e siècle, etc. Mais ce n'est qu'un élément parmi un réseau beaucoup plus complexe de trains. Donc vous en connaissez d'autres, je vous montrerai après quelques autres images. Et cette entreprise va, au travers du développement de ces trains à travers le monde, participer à la diffusion de nombreuses innovations techniques, technologiques, et la voiture-restaurant en fait partie. C'est notamment cette entreprise, la compagnie des wagons-lits, qui va généraliser le fait d'intégrer une voiture-restaurant dans des trajets ferroviaires longs.
Donc ça, c'est un tout petit rappel, mais la première voiture restaurant, encore une fois, voit le jour aux États-Unis. Elle est mise en service dans le New Jersey par une compagnie ferroviaire. En Europe, on a un premier essai en Allemagne en 1879, puis en 1880, une première voiture buffet. Et en 1882, donc la compagnie des wagons-lits, donc là on remonte à peine un an avant la création de l'Orient Express. Donc la compagnie est créée en 1876, mais pour faire circuler des trains de luxe à travers l'Europe, évidemment, il faut obtenir des contrats. Et petit aparté sur l'histoire du ferroviaire à cette époque-là, il faut bien avoir en tête qu'à cette époque, l'Europe est morcelée de réseaux ferroviaires différents. Donc si on prend l'exemple de la France, avant la SNCF en 1938, on a plusieurs réseaux ferroviaires, la Compagnie du Nord, la Compagnie de l'Est, la Compagnie de l'Ouest, la Compagnie du Midi, le Paris-Lyon-Méditerranée. Donc sur un même territoire politique unifié, on a différentes entités ferroviaires. Et donc imaginez, ça c'est la France, mais imaginez entre Paris et Constantinople le nombre d'administrations ferroviaires qu'il faut convaincre et le nombre de contrats qu'il faut mettre en place pour faire circuler un train entre Paris et Constantinople. Donc en 1882, donc ça met un peu de temps, il va créer un train qui s'appelle le train éclair, qui est en fait une répétition générale de ce que peut être l'Orient Express en 1883, et qui est un train qui va relier Paris à Vienne, et qui va être un véritable succès, et un succès commercial, un succès d'image, etc. Et qui va être en gros voilà, la répétition générale avant de lancer sa première grande réalisation majeure. Et donc le 4 octobre 1883, qui est l'inauguration officielle de l'Orient Express, puisqu'en fait l'Orient Express circule depuis juin 1883 de manière commerciale. Le 4 octobre, on a une vraie opération marketing on invite des directeurs de compagnies ferroviaires, des personnes de la presse, des hommes politiques, etc. On a l'introduction d'une voiture-restaurant, et c'est à partir de cette date, donc l'inauguration officielle de ce train-là, que la voiture-restaurant devient une des composantes essentielles et majeures de ce qu'on peut qualifier de luxe ferroviaire, qui s'appuie notamment sur la vitesse, la sécurité et le confort. Donc ce train et cette compagnie vont participer à la généralisation de la gastronomie embarquée roulante. Et à partir de cette date, et tous les trains de luxe qui vont suivre, on a évidemment une incorporation d'une voiture-restaurant comme élément essentiel de la gastronomie à bord des trains. Là, je vous présente juste pour avoir, c'est un peu le pendant visuel de ce que je vous raconte. Vous avez ici une carte qui date de 1930. Tout ce que vous voyez en rouge, et donc y compris en Égypte, en Chine et au Maghreb, etc., sont des trains de luxe de la compagnie des wagons-lits. Donc on voit bien que l'Orient Express Paris-Constantinople, c'est un trait rouge, mais en fait vous avez donc un maillage territorial européen et mondial qui est assez gigantesque, et vous avez donc sur votre droite différents noms de trains de la compagnie. Donc ça, c'est des étiquettes à bagages qui étaient utilisées pour mettre sur les bagages des passagers, mais ça donne une idée en gros de la généralisation du luxe ferroviaire par cette entreprise, et à l'intérieur de laquelle on trouve la question de la gastronomie embarquée. Donc le luxe ferroviaire, c'est vraiment trois composantes. C'est la sécurité qui est vraiment quelque chose d'absolument essentiel, et encore aujourd'hui dans la thématique du ferroviaire. La vitesse, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, même si maintenant on est dans l'éloge du slow travel, etc., une des caractéristiques principales de ces trains, c'est la vitesse. C'est d'aller vite entre deux points et le plus rapidement possible. Et bien sûr le confort. Et dans le confort, on va trouver évidemment tout ce qui est relié à la question de la gastronomie et ses différentes composantes. Alors je voulais juste faire un tout petit détour par les paquebots, enfin voilà, bref, de dire que voilà, vous allez le voir juste après, les voyages de luxe sont vraiment nés, en tout cas dans leur génération, autour des paquebots. Et vous allez voir qu'en gros, les aménagements intérieurs qu'on retrouve, donc là vous avez des images du paquebot qui s'appelle l'Armand-Béic. Donc là, d'ailleurs, je profite de dire, ces images proviennent de la collection French Lines qui se trouve au Havre, et qui ont une collection iconographique absolument sublime. Et vous allez voir qu'en gros, ces images-là de paquebot, en fait, si je vous mets des images de trains ou d'hôtels de la compagnie à l'époque, puisque la compagnie s'occupe aussi d'hôtels, en fait, on se rend compte que c'est quasiment les mêmes décorateurs et les mêmes aménagements et les mêmes codes esthétiques de design, etc.
Donc les temps de trajet étant longs, les passagers ont besoin de confort, de services, de tables et de distractions. Les espaces collectifs donc, présentent un décor soigné. On a, encore une fois, du point de vue de la photographie, de très 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 beaux albums, à la fois produits par les compagnies maritimes et aussi par les compagnies ferroviaires pour documenter à la fois les aménagements intérieurs, mais toute une série d'images qui vont promouvoir leurs activités et qui sont généralement des très beaux objets qui sont distribués aux actionnaires, aux grands actionnaires ou aux dirigeants de l'entreprise et qui constituent vraiment un cœur important de l'histoire de la photographie, en tout cas dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, toujours à partir des 1880, on a un essor combiné du développement du luxe et du tourisme de luxe et du déplacement de luxe entre les paquebots, les hôtels et les palaces et les trains. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la compagnie des wagons-lits crée un réseau ferroviaire de trains de luxe, mais va aussi créer en 1894 la Compagnie internationale des grands hôtels, qui est une filiale hôtelière qui va créer des palaces à travers le monde pour accueillir les passagers de ces trains. Et donc là, je vous ai mis juste parce que je trouvais ça intéressant, mais vous avez donc une image d'un aménagement de train d'une voiture-restaurant, donc autour des années 1880. Alors, j'ai plus la date exacte, mais voilà, 1891, pardon. Vous avez une image du Pera Palace, qui est un hôtel qui a été opéré par la compagnie des wagons-lits à Istanbul. Donc là, on est en 1900, et une image donc d'un paquebot qui s'appelle l'Amazon. Et on voit bien qu'on est vraiment dans les mêmes codes esthétiques et que en fait, ce développement va vraiment être complètement concomitant entre ces trois différentes entités. Alors, dans le luxe et ferroviaire, donc le confort, évidemment, donc il y a la première chose qui est essentielle au sein de la voiture-restaurant, c'est la nourriture. La voiture-restaurant, elle est vraiment perçue comme une ambassadrice donc d'un art de vivre à la française. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais la compagnie est belge, quel est le rapport avec l'art de vivre à la française? Alors, évidemment, la compagnie des wagons-lits va très rapidement conserver son siège social à Bruxelles, sa comptabilité, et va émettre toutes ces factures et ces contrats à partir de cette adresse belge. Donc c'est presque une manière stratégique de pouvoir ensuite traiter avec l'Allemagne, la France, etc. Mais par contre, toute sa direction générale, et notamment l'exploitation de ces trains, et vous allez voir un certain nombre de choses, est transférée très rapidement à Paris, qui est à l'époque le centre culturel et le centre aussi de l'activité ferroviaire européenne. Et donc, Paris devient la capitale de la compagnie opérationnelle, et la voiture-restaurant est bien sûr présentée comme un art de vivre à la française, une ambassadrice et un argument commercial, évidemment. L'idée, c'est que les voitures-restaurants de la compagnie parcourent le monde, et quand on vient à bord d'une voiture-restaurant de la compagnie, on est censé approcher l'art de vivre à la française qui est mis en avant. Voilà, donc c'est le symbole d'une gastronomie embarquée, moderne, qui répond à une nouvelle conception du voyage. À bord, les plats doivent rappeler en tout cas les plats de bonne table parisienne. En gros, vous avez la voiture-restaurant et évidemment la voiture-lit. La voiture-lit, l'idée, c'est de dormir aussi bien que dans son propre lit. Et l'imaginaire qui s'est construit autour de la voiture-restaurant porte aussi une dimension mythologique. Ça, c'est notamment Jean-Pierre Villiot qui l'a très bien expliqué. On a vraiment un imaginaire autour de cet âge d'or de la gastronomie ferroviaire. Mais quand on se plonge un petit peu dans les menus, alors ça n'enlève rien à la complexité, à la qualité de ce qui était servi à bord, on se rend compte, par exemple, et donc là je peux vous le mettre, alors c'est pas très lisible, mais vous avez dans les archives de la compagnie un certain nombre de menus, mais en fait on se rend très rapidement compte qu'il y a des menus qu'on va appeler de services réguliers. Donc voilà, l'Orient Express entre Paris et Istanbul, enfin Paris-Constantinople, avec des propositions qui sont tout à fait intéressantes et je dirais de qualité assez classique. Et par contre, vous avez d'autres propositions qui sont exceptionnelles et qui sont en lien avec une inauguration de train, un événement particulier, le fait d'accueillir à bord telle ou telle personnalité, où là, en effet, les menus vont vraiment aller sur d'autres... sur une autre gastronomie. Donc on a quand même cette double histoire, et en fait on se rend compte quand on regarde un petit peu les archives de l'entreprise que c'est plutôt
la gastronomie exceptionnelle qui a pris le pas aussi sur la nourriture, on va dire, qui est servie à bord de manière régulière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir un petit peu en tête. Donc la nourriture, on l'a dit. L'autre chose, évidemment, ce sont aussi les arts de la table. Donc ici, vous voyez des plans techniques qui sont des dessins techniques. Et ce qui est très intéressant aussi dans l'histoire de cette entreprise, c'est que tout ce qui est à bord du train, et notamment de la voiture restaurant, est qualifié d'objet d'approvisionnement, donc vaisselle, argenterie, nappe, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc le bureau des études de la compagnie et ses ingénieurs, on ne parle pas à l'époque encore de designers, dessinent l'intégralité des objets, donc les verres, là vous avez l'exemple de verres, de carafes, de tasses et d'assiettes. Et ensuite vont, avec un cahier des charges, faire en fait des appels d'offres à différentes maisons. Et les plus connus sont Christophe, l'Hercuis, Gien, Haviland, etc., qui vont fournir des pièces pour les trains de la compagnie des wagons-lits. Donc, encore une fois, ce qui est toujours sur cette histoire de la compagnie des wagons-lits et de ces trains, donc, vous voyez que tout est siglé CIWL, et donc il n'y a pas d'art de la table ou de voitures qui sont siglées des noms des trains. Tout est interchangeable. Ça veut dire qu'une vaisselle qu'on va retrouver dans l'Orient Express, on va la retrouver dans le Sud Express la semaine suivante, ou etc. Mais donc voilà, on a la nourriture, les arts de la table, qui sont vraiment quelque chose évidemment essentiel dans cette notion de confort et de gastronomie liée à la voiture-restaurant. On parlera juste après de l'organisation que ça implique. Donc là, vous avez quelques images aussi issues du fond photographique qui montrent un inventaire visuel de tout ce qui se trouve à bord des trains, et c'est assez vertigineux. Et ensuite, vous avez également le troisième élément qui est essentiel, c'est le service à bord. Donc, on a nourriture à de la table qui participe à la construction de ce luxe ferroviaire et à faire de la gastronomie et de toutes ses composantes un élément essentiel. Donc, dans les voitures-restaurants, on a ce qu'on appelle des brigades qui sont en contact avec les clients et qui doivent justement adopter une attitude irréprochable et être les ambassadeurs à la fois de l'entreprise, mais de cet art de vivre et de ce luxe à la française. Donc on a des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des serveurs, des receveurs qui constituent ces brigades. Et donc ça, en tout cas, c'est propre aux ferroviaires, mais on a aussi, je ne vous ai pas tout mis, mais dans les archives de la compagnie, ce qu'on appelle des règlements par typologie de personnel. Et donc vous avez le règlement des receveurs, des serveurs, des maîtres d'hôtel, qui sont des documents très très précis de plusieurs dizaines de pages avec toutes les tâches assignées pour chaque typologie de personnel, et qui rappellent, donc vous avez l'uniforme ici, donc là je crois que c'est un employé, je ne sais plus exactement son rôle, mais en tout cas en uniforme, et avec ces règlements qui rappellent évidemment l'organisation militaire, mais ça c'est classique dans les compagnies de chemin de fer, puisque l'exploitation ferroviaire demande une certaine rigueur pour pouvoir la faire de manière optimale. Et l'autre figure centrale du personnel à bord des trains de luxe de la compagnie, donc vous avez les voitures-restaurants, mais c'est aussi la personne qui s'occupe des passagers d'une voiture-lit qui s'appelle le conducteur. Donc le conducteur n'est pas celui qui conduit ou qui conduit le train ou la locomotive, qui s'appelle le mécanicien, mais le conducteur, c'est vraiment la personne qui est au service des passagers d'une voiture-lit et qui est une figure centrale de l'histoire de la compagnie des wagons-lits et du service. Donc là, vous avez pareil un certain nombre d'images, de photographies qui montrent des brigades qui posent donc soit devant leur voiture-restaurant, soit à l'extérieur, enfin soit devant, soit à l'intérieur, et qui montrent en gros l'équipe assignée à une voiture-restaurant et au bien-être et au confort des passagers d'une voiture. Donc voilà, en gros l'idée c'était un peu de vous présenter la voiture-restaurant et la gastronomie dans ce qu'elle représente en termes de luxe ferroviaire. L'autre chose qui est absolument essentielle et auquel moi j'attache une grande importance, donc voilà, il y a tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qui est visible du client, visible du passager, mais évidemment il y a aussi toute une part d'invisibilité, de choses qu'on ne voit pas et qui ne sont pas visibles de la clientèle et des passagers, mais qui constituent intrinsèquement des caractéristiques de la gastronomie ferroviaire, puisque quand on parle de voiture-restaurant, on est évidemment dans un objet industriel et technique, et donc la nourriture et la gastronomie ferroviaire sont aussi une part importante.
sont une part importante de l'histoire technique industrielle. Et donc, vous avez... donc là, on est vraiment dans une imagerie. Donc les deux photographies que vous avez ici, par exemple, sont des images qui sont produites par des ateliers de construction ferroviaire européens. En résumé, la compagnie des wagons-lits ne construit pas ces véhicules. Elle fait appel, comme pour les arts de la table, à des ateliers différents de construction ferroviaire répartis en Europe, on va dire principalement. Donc là, vous avez une entreprise qui est située à Vienne, en Autriche, et elle va donc produire les dessins techniques et des cahiers des charges. Et ensuite, c'est comme un appel d'offres, en fait. Et on a des ateliers qui sont en France, en Italie, en Espagne, enfin un peu partout. Et donc, on a vraiment des productions photographiques autour de ce matériel roulant qui sont absolument sublimes, qui font l'objet justement d'expositions présentées dans différents festivals. Mais on a vraiment là de la photographie industrielle pure, et qui montre l'utilisation, encore une fois, de la photographie par les entreprises pour promouvoir leurs activités et la modernité et le luxe qu'elles peuvent produire. Donc on a ces ateliers-là qui sont vraiment très importants. On a évidemment du coup des savoir-faire et des compétences qui sont très particulières, hein, donc qui rejoignent aussi celles des brigades qu'on a vues, mais dans une autre dimension, on va dire. Et c'est bien... l'autre chose dont je voulais vous parler, donc il y a la construction des voitures, ça c'est une chose, et ensuite il y a l'entretien et la maintenance du matériel ferroviaire qui est une autre chose. Et donc ça, la maintenance et l'entretien des voitures est faite par la compagnie des wagons-lits elle-même. Elle va ouvrir à travers le monde un réseau d'ateliers de maintenance et d'entretien pour permettre de garantir le luxueux des voitures et de garantir en fait la spécificité de son produit, c'est-à-dire voyager dans des conditions luxueuses. Donc, je vous ai mis, oui, donc le premier ouvre en 1880 à Saint-Ouen, et en fait, en 1920, elle en dispose de plus de 16. Et là, on a une grande diversité de métiers. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à la fois dans le domaine de l'industrie, avec de l'industrie lourde, ferroviaire, etc., mais aussi dans le domaine de l'artisanat et des savoir-faire très précis, avec des blanchisseurs, des blanchisseuses, tapissiers, marketeurs, ébénistes. Donc il y a vraiment un environnement autour de ces voitures qui est très très intéressant et très complexe et complet. Et donc là, vous avez des images, non pas des ateliers de construction ferroviaire, mais des ateliers de la compagnie, qui sont des images donc d'ateliers qui lui appartiennent. Donc vous avez Milan, Saint-Pétersbourg, Vienne, enfin Ostende pardon, et Vienne, aussi Bucarest, et vous voyez donc cette diversité importante de savoir-faire et cette diversité aussi pour le coup d'histoire de l'architecture. Enfin, on peut vraiment aller très loin à partir de ces images et de cette histoire de cette compagnie. L'autre chose qui est très importante, c'est voilà, quand on parle de cuisine et de nourriture, il ne faut pas imaginer que tout est fait à bord du train et que tout tient dans 8 mètres carrés, parce que ça ne fonctionne pas. Donc la compagnie va très rapidement également ouvrir des cuisines centrales et des magasins pour avitailler ces différents trains de luxe à travers le monde. Donc tout n'est pas fait à bord. Évidemment, hein, la nourriture... faire que des personnes soient nourries à bord d'un train, ça demande une logistique complexe. On est vraiment dans cette question du système technique ferroviaire et comment on fait pour, à un moment donné, nourrir un certain nombre de personnes à bord des trains. Et donc, vous avez... Donc là, je n'ai pas mis ces images-là, mais bon, en 1919, c'est intéressant, elle ouvre une cuisine centrale Place des Vosges à Paris, donc vraiment au cœur de Paris, pour justement permettre de pré-préparer la nourriture, donc enfin très basiquement éplucher les légumes, préparer des saucissons, ouvrir les coquilles Saint-Jacques, etc., pour ensuite les fournir à ces différents trains au départ des gares parisiennes. Et en 1956, donc les 4 images que vous avez là sont des images de son nouveau centre, de sa nouvelle cuisine centrale, à l'époque ultra moderne, et c'est pas un hasard si la compagnie commande un reportage photographique autour de ces nouvelles installations, évidemment pour promouvoir la modernité
et le fait que la compagnie est toujours à la pointe de la technologie. Donc près de Bastille, donc là on a 33 chambres froides, donc là vous avez une fabrique de pain de glace aussi, donc c'est plus de 20 tonnes par jour, 15 tonnes pour la conservation des viandes, donc vraiment une machinerie absolument gigantesque pour pouvoir justement avitailler et fournir ces trains en différents plats et boissons. Ce qui est intéressant aussi, on fera le lien juste après, c'est que la nourriture, ces cuisines-là préparent aussi de la nourriture pour les avions, pour l'aérien, puisque la compagnie des wagons-lits est aussi un acteur majeur de la restauration à bord des avions pour l'aéroport du Bourget et l'aéroport d'Orly. Et donc là, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, les cuisines centrales et les magasins, avec tout ce que vous avez vu avant, donc les objets d'approvisionnement, à Saint-Ouen. On a des boissons, des alcools, 450 000 bouteilles, 56 000 tasses à café, etc. Des chiffres un peu vertigineux. Vous avez ici quelques exemples de caves et de blanchisseries de la compagnie. Alors la blanchisserie, c'est aussi un élément très important dans l'histoire de la gastronomie à bord des trains, puisque la blancheur des nappes, comme pour les draps d'ailleurs dans les voitures-lits, est un élément essentiel du luxe ferroviaire. Et donc la compagnie va aussi avoir des blanchisseries internalisées, puisqu'elle considère que c'est ces blanchisseries qui font le mieux le travail. Et donc tout cet environnement-là, qui est invisible du client, montre quand même une certaine complexité autour de la possibilité de faire manger des personnes à bord d'un train. Donc voilà, c'était un petit peu un panorama très rapide de cette histoire-là. Et ce que je vous propose là tout de suite, c'est en gros de faire un rapide panorama, donc l'ouvrage et l'exposition. Donc en fait, là, ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment comment plutôt on met en récit cette histoire dans le cadre d'une exposition, donc une exposition qui a été présentée à Arles, Rencontre de la photographie cette année. Donc on voit bien que c'est une histoire technique, une histoire industrielle, une histoire du design, une histoire de la nourriture, enfin, c'est une histoire presque totale, mais à un moment donné, il fallait aussi la mettre en récit et pouvoir la synthétiser. Et donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de voyager un petit peu donc, dans le livre ou dans l'exposition en mettant les grandes étapes de la gastronomie à bord des trains depuis cet âge d'or de la voiture-restaurant et qui va nous mener jusqu'au TGV en fait. Donc là, vous avez quelques images, quelques vues de l'exposition, mais en résumé, l'idée, c'était de repartir de cet âge d'or de la voiture-restaurant. Donc c'est un peu ce que je vous ai raconté en préambule, tout ce que ça implique, etc. De montrer également que, encore une fois, ces différentes images que vous voyez là sont des images qui sont restées très ancrées dans l'imaginaire avec les arts de la table, avec la décoration, avec les marqueteries, les aménagements, etc. etc. On est encore une fois dans une superposition d'innovation technique. Vous aviez des voitures-restaurants juste avant, mais la compagnie des wagons-lits, donc là on est vraiment dans l'âge d'or du voyage ferroviaire même en général. Vous avez ici par exemple deux photographies qui sont des voitures dites Pullman. Donc les voitures Pullman sont des voitures avec des grands fauteuils à oreilles que vous voyez ici, qui ont été aménagés justement par des grands décorateurs, et René Proux et René Lalique notamment. Donc là vous avez une voiture aménagée par Proux ici, voilà, et une voiture aménagée par René Lalique. Donc, ils sont en gros les mêmes aménageurs et les mêmes artisans d'art industriel. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais que pour les paquebots. On est vraiment sur toujours le même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ces voitures, au-delà de leur décoration, etc., donc là, on est vraiment au paroxysme des arts décoratifs. On est vraiment en 26, enfin entre 26 et 29. Ces voitures... elles permettent une innovation majeure dans le courant des années 20, c'est que grâce à ces voitures, le passager, donc il faut savoir que ces voitures sont vraiment destinées à des trajets de jour, donc pas des trajets de nuit. C'est notamment des voitures qui ont été utilisées sur le train bleu, donc le train bleu entre Paris-Nice, mais aussi le Paris-Londres, le Paris-Bruxelles. Et qui permettent donc de ne plus avoir de voiture-lit et que le passager reste à son fauteuil tout le long du trajet de manière, dans des conditions très confortables. Et l'innovation majeure en termes de gastronomie, c'est qu'à partir de ce moment-là et ces voitures, le repas est servi à la place. Donc il n'y a plus de voiture-restaurant. On a des voitures couplées avec des cuisines et donc on vient servir directement les clients à leur place.
Et voilà, donc tout cet imaginaire autour de la voiture-restaurant des voyages, le service. On voit également, ce qui est très important, le fait que la voiture-restaurant et les cuisines sont minuscules. Il faut imaginer entre 5 et 8 mètres carrés, donc c'est vraiment petit. Donc d'où la nécessité d'avoir une préparation en amont du voyage qui permet aussi de faciliter le travail des équipes dans les voitures-restaurants. Donc voilà, donc l'âge d'or, je ne vais pas revenir, c'est un peu ce qu'on a dit avant. Ensuite, on a, après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle étape de la gastronomie. En tout cas, là, on est vraiment centré sur la France, qui va être la mise en service par la SNCF, cette fois, non pas par la Compagnie des wagons-lits, de nouveaux trains rapides et modernes. Et deux d'entre eux qui sont très connus, donc c'est le Mistral entre Paris et Nice et le Capitole entre Paris et Toulouse, qui, à la fin, après la Seconde Guerre mondiale, incarne vraiment la modernité ferroviaire et le triomphe de la technique, de la vitesse, etc. Et à l'intérieur desquels, la gastronomie prend encore une place importante. Donc là, vous avez des images, par exemple, d'un petit déjeuner à bord du Mistral, du chef qui observe la voiture-restaurant. Vous voyez déjà que par rapport à d'autres images qu'on a vues avant, et là, on est plus dans le domaine de la photographie, de la promotion des activités, on change de nature en termes de typologie de passagers, on change de langage graphique en termes de publicité photographique. On est vraiment sur l'objectif de rajeunir une clientèle, de faire venir d'autres, une nouvelle clientèle dans ces trains qui sont considérés comme modernes. Et donc l'image qu'on avait d'une voiture-restaurant un peu à l'ancienne, avec un menu hyper lourd et tout ce qu'on a dit juste avant, est en train d'évoluer donc, dans les années 60 et début 70 pour quelque chose de plus moderne. Donc là, vous avez une photo qui est absolument sublime, donc du train Capitole. Et là, vous voyez, donc, on a tous les éléments de la modernité qui sont dans cette photo. Vous avez en haut la vitesse du train qui montre que le train va à 200 km/h. Vous avez une famille monoparentale qui, dans les années 1960, veut dire quelque chose. Vous avez un design totalement repensé avec les couleurs qui correspondent aussi à l'époque, etc. et à une modernité. Donc on a vraiment ce changement et on perçoit une mutation profonde de la voiture-restaurant et de son offre à partir de ce moment-là. Et ce qui est important également, c'est donc au même moment, on a d'autres innovations, d'autres pratiques qui vont apparaître à bord des trains. Ce qui est important de bien avoir en tête, c'est qu'évidemment une exposition et un livre ne permettent pas, on est forcément obligé de mettre des chapitres, mais tout ça cohabite. C'est pas la voiture-restaurant chasse une autre, ou par exemple les innovations dont je vais vous parler là qui vont chasser la voiture-restaurant. Mais en parallèle, vous avez évidemment des pratiques alimentaires qui évoluent, des envies des clients qui évoluent, et puis aussi une pratique du voyage qui évolue. Et donc, les compagnies ferroviaires vont demander aux prestataires qui s'occupent de la nourriture à bord des trains de réfléchir à de nouvelles offres. Et donc, dans les années 60 et 70, on a vraiment une envie d'une clientèle qui n'a plus envie d'être contrainte à un horaire fixe, de se rendre à la voiture-restaurant à tel horaire pour tel service, qui ne souhaite plus forcément avoir un repas copieux et riche avec un certain nombre de plats, etc. D'avoir, encore une fois, tous ces arts de la table, etc. Et qui va plutôt se diriger vers d'autres offres. Donc là, vous avez deux exemples. Le plateau express qui est expérimenté en 1959, donc qui est un plateau qui est soit distribué directement à la place, soit qui est en libre service dans la voiture-restaurant, le voiture-bar. Et l'autre innovation majeure, en 1967, c'est le mini-bar. Alors le mini-bar, c'est vraiment la vente ambulante qui existait déjà auparavant. Mais voilà, ce chariot, il est intéressant parce que ce chariot doit répondre aux nouvelles attentes des voyageurs dans les années 60. Et c'est vrai qu'avec notre regard actuel, on peut se dire, super, c'est un chariot de vente ambulante. Mais pour en arriver là, c'est plusieurs années d'études, des études aussi de consommateurs, des questionnaires. On a vraiment une étude qui doit permettre de savoir quels produits on inclut, à hauteur de vue du client, qui puisse aussi évidemment être adaptable dans tous les couloirs et toutes les circulations. Donc c'est quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre de l'anecdote. On est vraiment sur des
des innovations qui demandent un certain travail de la part des acteurs qui en ont la charge. En 70, vous avez une autre innovation, en tout cas une autre offre qui voit le jour, qui est ce qu'on appelle le Grill Express. Donc le Grill Express, c'est le concept du libre service, donc qui permet, encore une fois, qui ne donne aucune contrainte en fait au passager. Le passager vient quand il veut, à partir du moment où le train démarre et jusqu'à l'arrivée. Et il n'y a pas de minimum, c'est-à-dire que vous avez des petites alvéoles là et vous pouvez choisir voilà, ce que vous voulez et vous payez en caisse. Et ensuite, vous pouvez dans un second temps soit vous retourner à votre place, soit déjeuner ou dîner là, dans une petite salle de restaurant qui est vraiment accolée à l'offre de libre service. Donc voilà, et donc tout ça cohabite encore avec les voitures-restaurants. Et puis vous avez évidemment en 75 une révolution majeure qui est l'arrivée du corail. Donc le corail qui est vraiment un concept total qui a été réalisé à la fois par les équipes SNCF mais aussi par Roger Talon. Et qui va en fait faire disparaître définitivement la cuisine à bord des trains. Donc à partir de 75, la gastronomie ferroviaire n'est plus une question qui se pose en termes de pratique à l'intérieur même des trains. Et donc on est à partir de ces années-là sur une offre qu'on va connaître, qu'on connaît désormais, qui est, donc là c'est intéressant, encore une fois, on est sur une image promotionnelle des nouveaux trains corail. Donc vous voyez, on est sur une clientèle jeune, on est sur des couleurs, un design qui correspond tout à fait aux années 70, etc. Et vous avez ici, ça c'est une archive qui est très intéressante, la manière dont les produits, et donc évidemment avec le corail, on a aussi l'avènement du bar corail, qui va être l'endroit où il sera possible de venir se restaurer. Et donc vous avez cette fiche qui présente comment et où doivent être placés les différents produits qui seront vendus au bar corail. Et vous avez évidemment cette petite restauration qui est, en ce qui me concerne, une Madeleine de Proust absolue et qui va être en gros le modèle sur lequel va s'appuyer la gastronomie ferroviaire à partir du milieu des années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce célèbre évidemment Croque-Monsieur qui reste encore aujourd'hui un best-seller de la gastronomie ferroviaire embarquée, mais d'autres choses que vous connaissez. Petit détour par l'aérien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la compagnie dans les années 60 et en 61 va ouvrir un catering qui va fournir de très nombreuses compagnies aériennes à Orly, mais aussi au Bourget. Donc vous voyez bien que ce qu'on vient de voir avant sur le corail et ce qu'on voit là dans l'aérien, c'est juste le modèle ferroviaire qui va s'inspirer de la pratique et des expériences de ce qui se fait dans l'aérien pour rationaliser au mieux la gastronomie ou la nourriture à bord des trains. Donc on a vraiment deux modèles qui sont complètement reliés. J'ajoute juste que pour avoir conscience de la compagnie et de ses différentes activités, la compagnie des wagons-lits est en 1927 une des premières compagnies qui propose un avion-restaurant entre Paris et Londres. Et donc elle a une vraie expertise et une vraie compétence également dans la question de la nourriture à bord des avions. Elle a d'ailleurs d'autres compétences dans la nourriture, dans ce qui est distribué dans les autoroutes, mais aussi dans les collectivités. Et donc vous avez, au-delà de ce que je vous disais tout à l'heure sur les arts de la table, en fait, quand on continue l'histoire jusque dans les années 90, on a aussi relié à cette question de la nourriture des images qui sont absolument, pour le coup, sublimes, d'éléments qui sont utilisés pour la nourriture à bord des trains. Et donc là, on voit encore une fois, donc c'est vraiment l'avènement du plateau repas, du plastique. On est vraiment dans les années 80. Et on voit bien que, notamment, ces éléments qui sont des porte-boissons, on est exactement dans les mêmes éléments que dans l'aérien. Mais ce qui était intéressant aussi d'un point de vue de la photographie, c'était de se dire qu'en 1980, on a un inventaire qui est fait par la compagnie des différents objets qui sont utilisés à bord des trains, ce qui concerne la nourriture. Voilà, on a vraiment une pratique photographique pour mettre en valeur des couverts en plastique et des verres en plastique, etc. et un plateau qui est absolument, qui correspond aussi à l'âge d'or de la photographie et de ce qu'on peut en faire pour valoriser telle ou telle activité ou tel ou tel produit. Et enfin, alors voilà, on avait appelé ça le voiture 4 et 14, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, dans un TGV, la voiture bar se situera toujours en voiture 4 s'il n'y a qu'une rame, et en voiture 14 s'il y a deux rames. Donc ça, c'est comme ça. Tout simplement parce qu'on a 3 voitures première classe, la voiture bar, et ensuite les voitures seconde classe. Et donc le TGV arrive en 1980. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit
le corail, c'est 75. Vous imaginez, 6 ans après, c'est le TGV. Donc on est vraiment sur des choses qui sont complètement proches. Et donc le TGV, ça va être une synthèse de ce qu'a été le corail. Le corail a vraiment été une expérimentation pour ce qui va arriver dans le TGV et la nourriture à bord des trains. Et donc au début des années 80, vous avez encore la possibilité dans le TGV d'être servi à votre place. Donc encore une fois sur le modèle de l'aérien, vous voyez ici, il y a une personne qui vient avec un plateau qui peut vous servir telle ou telle chose, et vous avez ces plateaux repas qui sont pour le coup typiquement exactement la même chose, même principe que ce que l'on trouvait dans les avions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'utilisation de la photographie, alors là c'est pas exactement la même utilisation, mais si on prend ces deux images, on voit bien aussi qu'on a une disparition progressive de l'humain sur la promotion de telle ou telle activité ou de telle ou telle. Et on est vraiment dans le langage de la publicité et du packshot photo. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, donc là, c'est un peu l'anecdote, mais en 1987, on est vraiment dans on utilise un faisan mort pour promouvoir du pâté. Enfin, on est aussi dans un langage de la photographie culinaire, de la photographie qui est utilisée pour illustrer tous ces albums qui sont d'ailleurs très 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 beaux. Et là, on passe donc plus du côté marketing, puisqu'on n'offre plus vraiment de la nourriture, on offre des instants, des moments. Et donc là, l'offre qui est mise en avant, elle s'appelle le bon moment. Voilà, donc c'est le bon moment. Ou le service 260. Donc le service 260, je ne l'ai pas remis là, mais c'est le service avec, on le voit ici. On reviendra sur le faisan mort, c'est assez exceptionnel, effectivement. C'est assez drôle. Voilà, donc le bar. Et puis donc l'avènement du sandwich et de la tartine qui va être en gros le modèle qui va être le plus mis en avant à partir des années 90. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est là. Le service 260, c'est en référence à la vitesse du TGV. Et vous avez cette image qui est aussi quelque chose qui a fait beaucoup réagir dans le cadre de l'exposition, notamment les enfants. Voilà, cette proposition à l'époque, en 81, d'un sandwich baguette à l'intérieur d'un TGV en carton. Et en fait, on pouvait avoir toute la rame si on achetait le sandwich. Bon, bref. Bref, tout ça pour vous dire que l'idée, c'est vraiment de présenter différentes étapes. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, etc. Mais cette expo et ce livre permettent vraiment d'avoir une histoire visuelle, une histoire de la manière aussi dont la photographie évidemment est utilisée par les entreprises pour promouvoir tel ou tel aspect de leurs activités. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo, merci beaucoup Arthur Mettetal pour ce voyage. Je crois que tout le monde a embarqué, on a envie de rester un petit peu plus longtemps. Je ne doute pas qu'on va être tenté de dire quand même c'était bien avant, quand on était servi, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas, non, c'est pas vrai. Et écoutez, en même temps, aujourd'hui, on peut aussi voir que il y a un certain nombre d'offres culinaires, dans le TGV notamment, qui sont signées des plus grands chefs. Et donc, qui font attention. Et donc, cette innovation, finalement, perdure. Mais bon, ce sera peut-être des débats. Mais c'est intéressant aussi de voir tout le travail autour des arts décoratifs, de la table en mouvement, de voir l'ensemble de ces... Enfin, merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Le livre, effectivement, est là, on dit encore beaucoup. C'est vrai que c'est passionnant aussi sur, vous l'avez dit, pardon, l'histoire de la photographie, rappelant que ce sont que les archives d'entreprise. Donc c'est forcément un regard aussi, c'est forcément un peu, non pas de la propagande, mais au moins de la publicité. Et il y avait j'imagine plein de questions. Donc les questions sont à vous maintenant. Moi j'aurais une première question. Moi aussi. Vous évoquez le lien entre l'aéronautique et le wagon. En sachant que dans les années 80, 70-80, le wagon, le train est plus démocratique que l'avion. Est-ce qu'il y a un imaginaire de l'aérien qui est associé au luxe quand même, qui est déplacé vers le train, ou c'est purement pour des considérations techniques? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment une rationalisation d'une
Alors, ce qui fait aussi que le modèle aérien va être le modèle ferroviaire va être calqué sur l'aérien, c'est tout simplement l'augmentation de la vitesse. Que ce soit le corail et évidemment après le TGV, sur un Paris-Lyon où on met 2 heures, enfin sur des trajets très courts, en fait on n'a plus le temps d'avoir quelque chose qui permette de s'asseoir, de s'installer, etc. Donc nécessairement il faut que la logistique suive et que tout puisse être fait en temps et en heure. Donc je dirais que c'est avant tout une question de rationalisation et d'organisation autour de l'exploitation des trains. Question ? On sait qu'il y a des banques d'images pour les plats, pour les gâteaux, etc., qu'achètent les journaux sans avoir quelquefois réalisé vraiment le plat. Hein. Et là, je voulais savoir si c'était vraiment ce qui était vraiment servi. Les sandwichs, enfin tous les plateaux repas là. Ah oui, alors alors encore une fois, c'est bien ce qui est servi, mais comme le soulignait Pierre, hein, on est vraiment, et c'est toujours intéressant, on est vraiment là du point de vue de l'entreprise. Donc quand vous avez par exemple cette photo du pâté là, avec le faisan ou le plateau repas avec tous les mets, enfin tous les avels remplis avec les différentes choses qui sont servies, on est sur de la photo publicitaire. Donc sur le principe, c'est la même chose. Évidemment, quand on fait une photo publicitaire pour promouvoir dans un catalogue ou promouvoir la restauration à bord du train, elle se veut parfaite. Donc après, la différence avec ce qui est vraiment servi, ça c'est une autre chose. Si on prend l'exemple, il est intéressant, par exemple cet exemple-là. Donc vous voyez, il y a une différence de traitement entre ces images-là, ces deux images qui sont vraiment des images qui sont faites pour être montrées à l'extérieur de l'entreprise. Elles sont travaillées pour, etc. etc. Là, quand on a ces images-là, on est sur des images qui sont produites pour faire un inventaire de ce qui est proposé et la manière dont doivent être déposés les éléments. Donc vous imaginez bien que ce croque-monsieur-là, complètement grillé, etc., ne va pas forcément être mis en avant par l'entreprise d'un point de vue externe. Mais là où votre question est pertinente, c'est que voilà, il faut toujours aussi avoir une lecture de l'image, de savoir pour qui elle est à qui elle est destinée et pour qui. Et en effet, il y a une vraie différence. Enfin, il y a une vraie différence entre ce qui est. Enfin, non, il n'y a pas une vraie différence, mais entre ce qui est idéalement proposé et ce qui est en effet proposé. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est un peu la même chose aujourd'hui avec la restauration rapide. Ce que l'on voit sur les affichages de publicité et ce que l'on voit dans le restaurant après, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, voilà, c'est à peu près le même principe, ouais, tout à fait. Oui, j'ai une question sur la vaisselle, en particulier dans les anciens. Enfin, au début de votre exposé, vous avez montré les trains de la compagnie des wagons-lits. Est-ce que les Christophe, le Gien, les entreprises comme ça travaillaient sur des modèles spéciaux dans les trains, parce que c'est quand même un lieu de mouvement et donc un peu risqué pour la vaisselle, notamment la verrerie. Vous pouvez nous parler de ça ? Alors, il y a certains éléments qui sont en effet pensés par à la fois les ingénieurs de la compagnie et par ensuite les maisons qui travaillent en tout cas pour la compagnie, justement en fonction des contraintes. Vous avez tout à fait raison, le roulement, la vitesse, etc. etc. Par exemple, les pieds de lampe qui sont dans les voitures-restaurants sont très lourds parce qu'ils ne doivent pas s'écrouler au moindre freinage. Mais en fait, globalement, si on prend l'exemple de la verrerie n'a pas de spécificité, si ce n'est qu'en effet les carafes ou ces éléments-là sont assez épais, on n'est pas sur quelque chose de très fin, mais globalement on est quand même sur ce qu'on pourrait trouver ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on fait aussi confiance à l'exploitation et on assume complètement qu'il y a de la casse en fait. Moi, je voudrais bien rebondir sur ce sujet, cette thématique. Est-ce que c'est aussi le lieu de commande de la part de la Compagnie internationale des wagons-lits à des artisans ou à des maisons en vogue? Vous l'avez dit pour Lalique et Proulx. Est-ce qu'on a continué? En tout cas, il y a vraiment deux éléments. Il y a à la fois des commandes à des entreprises, donc pas des noms d'entreprises, donc Christophe, l'Hercuis, Gien, Wieland, etc.
Ça, c'est une chose. Et donc, il y a vraiment une myriade d'entreprises qui sont à l'époque réputées en tant qu'entreprises avec leur savoir-faire. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui va plus loin, c'est faire appel à des noms, et notamment René Lalique et René Proux. Et en fait, ça, c'est vraiment une pratique qui se généralise pour beaucoup d'entreprises, notamment de transport dans l'entre-deux-guerres. C'est pareil pour les compagnies maritimes. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un nom qui va évidemment permettre une pratique commerciale, enfin, qui va être en gros un argument commercial au service de la vente de billets de chemin de fer, etc. Donc, la compagnie, en tout cas, elle va, par exemple, faire appel à René Proux, René Lalique pour aménager ces plus belles voitures, donc les voitures Pullman dont je vous parlais avec les fauteuils à oreilles, qui sont en gros considérées comme les voitures les plus luxueuses jamais construites et qui symbolisent l'âge d'or du voyage ferroviaire. Et elle va faire aussi appel, mais c'est plutôt finalement les ateliers de construction ferroviaire eux-mêmes, à des marketeurs qui sont des entreprises anglaises, Dune, Morrison, Nelson. Mais en fait, c'est presque une exception le fait de faire appel à... Enfin, c'est du marketing, en fait, de faire appel à des noms pour valoriser les activités du voyage. Voilà. Évidemment, il faut aller voir l'exposition Christophe, là, où on voit justement tout un rayon sur la vaisselle de transport. Il y a un wagon qui est reconstitué et aussi, la caravelle, pas la caravelle, le Concorde qui est reconstitué. Une autre question ? Je m'interrogeais sur s'il y avait des secondes classes dans la compagnie des lits. Merci. Et si la cuisine, ou en tout cas, est-ce que le sandwich était peut-être présent? Qu'est-ce que mangeaient, disons, les personnes qui n'avaient pas accès à cette classe luxueuse? Alors, c'est une très bonne question. En fait, la compagnie des wagons-lits va être une compagnie uniquement de trains de luxe jusque dans les années 20. Et en fait, à partir des années... toute fin des années 20, début des années 30, le contexte économique, la crise, etc., va faire que la compagnie va commencer à démocratiser ses services ferroviaires et donc va mettre en place des deuxième et des troisième classes. Mais du coup, ce qui ne veut pas dire que dans ces ces voitures de deuxième et troisième classe, on a quand même accès à la voiture restaurant. Et en fait, la voiture restaurant, c'est un service supplémentaire. C'est pas compris dans le billet. Donc en fait, on achète une place à un service de la voiture restaurant, donc le premier, le deuxième ou le troisième. Et donc en fait, en fonction de ce que voulaient ou non les personnes, elles pouvaient très bien voyager en deuxième classe et ensuite aller déjeuner à la voiture restaurant, la même chose que les premières classes en fait. En fait, c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une voiture centrale et après aux gens de choisir, enfin aux personnes, aux passagers de choisir s'ils veulent ou non se rendre à la voiture restaurant pour y déjeuner. Mais est-ce qu'ils ont développé une offre tarifaire qui offrait cette classe? Aujourd'hui, oui, on peut, je dis de 4 € à 15 €. Est-ce qu'à l'époque, il y avait cette... Oui, en tout cas, l'idée, c'était d'avoir une offre, évidemment, qui accompagne aussi cette démocratisation et évidemment, les menus ou les plats n'étaient pas uniquement des plats chers, mais évidemment, ça accompagne aussi une diversification de ce qui est proposé et de la tarification également, ouais, tout à fait. Question ? Oui. Une petite question liée avec l'aspect culinaire et la nourriture. Mais là, c'est effectivement avant même l'âge d'or, peut-être. Un Paris-Istanbul, dans le Note Express, on met combien de temps? La première fois, le 4 octobre 1880, on met 81 heures. 81 heures, on mange combien de fois? Ce que je veux dire par là, est-ce que c'était le même principe? Est-ce qu'il y avait des approvisionnements en cours de route? Oui, tout à fait. Comme les relais postes, ou alors ce qu'on a emménagé parce qu'il faut gagner de la place partout. Et ça, c'est vrai pour la nourriture et j'imagine pour les nappes. Tout à fait. En tout cas, dans les premières années des trains de luxe, et notamment l'Orient Express, avant que ces cuisines centrales se mettent en place, les magasins généraux, etc., etc., et on a un récit qui est très connu, alors encore une fois un récit d'Edmond About qui s'appelle De Pontoise à Istanbul, qui est Edmond About qui est académicien, qui est invité par la compagnie des wagons-lits pour faire ce premier trajet le 4 octobre 1883,
où il fait vraiment le récit de ce voyage. C'est vraiment un tout petit livre qui se lit en 5 minutes, enfin non, mais voilà, en très peu de temps. Et donc, il explique en effet que dans les différentes gares et les différents pays traversés, on a un avitaillement en nourriture et en plus en spécialité locale. Donc ça, en effet, avant que tout ce système technique ferroviaire autour de la gastronomie, mais pas que, se mette en place, on est obligé nécessairement de s'approvisionner sur le trajet, et on en profite aussi pour justement proposer des choses qui soient en accord avec les territoires traversés. C'est tout à fait vrai. Avec la mise en place de la cuisine centrale, c'était plus la peine, c'est-à-dire que tout partait de Saint-Ouen, et sans qu'il y ait d'autres petites cuisines locales. Oui, alors, toute petite Saint-Ouen, c'est vraiment la cave, la blanchisserie et les magasins, donc avec toute la vaisselle, et les boissons, pardon. Et oui, donc que ce soit la place des Vosges ou ensuite, près de Bastille, la maison Raoul Dautry, oui, en effet, en gros, l'idée, c'est que le train part pour... je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour un aller-retour, etc., avec tout ce qu'il faut à bord pour pouvoir faire X dîner, X déjeuner. Mais évidemment, ça n'empêchait pas, en fonction des contraintes et puis des problématiques qui pouvaient se poser au dernier moment, d'avoir aussi des relais, puisque la compagnie a des relais aussi dans chaque grande gare et des équipes de personnel d'exploitation qui peuvent, à un moment donné, alors je dis n'importe quoi, mais il y a un petit accident avec beaucoup de casse, on pouvait évidemment avoir un remplacement de tel ou tel élément assez rapidement. Ouais, c'était aussi le but, mais en tout cas, progressivement, tout est centralisé, en effet. Ce sujet me passionne. Moi, j'ai encore une question. Je peux ? Est-ce que, peut-être un peu politiquement incorrect, il n'a pas toujours été interdit de fumer dans les trains, et pour autant, il y a très peu d'images mettant en scène cette façon d'être. À une époque, c'était même plutôt bien vu que de fumer. Et pour pousser peut-être un peu plus, pareil pour l'alcool. Voire moins, est-ce qu'il y avait des coins à cigares aussi dans le... Voilà. Il y a eu quelques voitures qui ont été produites notamment avec ces éléments-là, mais globalement, alors j'ai pas forcément mis d'image avec de l'alcool ou même du tabac ou autre chose, mais il en existe quand même beaucoup. Mais tout à fait, en tout cas, évidemment, progressivement, c'est quelque chose qui va être effacé assez rapidement, mais on a jusque dans les années... 60, on peut trouver des images encore avec des personnes qui fument des cigarettes. D'ailleurs, attendez, je crois qu'il y en a une là, si je me rappelle bien. Voilà, regardez là, non, il me semblait. Enfin bref, en tout cas, moi je me rappelle qu'il y a des images aussi. C'est possible, ouais. Pardon. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous avez des images de cuisine ? De la cuisine de train. Dans le train. Oui, j'en ai quelques. Oui, bien sûr, il y en a. Ouais. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, il y en a un certain nombre. Mais en effet, l'espace étant très très réduit, c'est pas l'endroit qui est le plus photographié. Donc là, je vous en avais montré une, si je me rappelle bien. Je suis un peu perdu dans mes trucs. Alors, ok. Voilà, ce genre d'image, ici, oui, on a un certain nombre d'images, oui, en effet, autour de cette cuisine-là, ouais. Enfin, autour de ces cuisines-là, tout à fait. S'il y avait si peu d'espace pour les cuisines, où stockait-on toute la nourriture, toute la vaisselle et tout ça ? Il y avait des wagons spéciaux ou des... Alors, dans les voitures restaurants, vous aviez en effet enfin, tout est quand même très calculé, enfin, tout est très pensé pour aussi avoir du stockage à la fois de pièces de vaisselle, d'argenterie, etc. Et vous aviez sur les longs trajets des fourgons également, j'en ai pas parlé, mais des fourgons qui permettent en effet de transporter la nourriture et c'est un certain nombre d'éléments qui seront utiles au voyage. Est-ce que vous avez trouvé des courriers de consommateurs, soit satisfaits, soit non satisfaits ? Alors c'est une très très bonne question. Sur l'étude notamment de la clientèle et des passagers,
une des sources majeures qui pourrait... Alors moi je ne l'ai pas fait, enfin en tout cas je l'ai vu, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est justement les lettres et les... Comment dire, les réclamations, voilà, en gros les dossiers de réclamation des clients qui sont vraiment une mine d'informations sur comment pouvait se passer un voyage et qui sont généralement plutôt des réclamations négatives. Alors évidemment, on a aussi des félicitations pour tel ou tel trajet parce que le personnel a été exemplaire sur telle ou telle problématique rencontrée. Mais ça, c'est un vrai sujet, en effet, d'étudier toutes les lettres de réclamation qui existent dans les archives de la compagnie pour avoir une idée un peu plus fine de comment pouvait se passer un voyage, notamment avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Ça, c'est une vraie piste de sujet. Alors, j'ai en mémoire quelques exemples, mais c'était sur, notamment, il y avait toute une partie sur des oublis et des pertes d'objets. Un parapluie, un chapeau, etc. Mais du coup, c'est toujours... ce qui est très intéressant, c'est que dans ces lettres de réclamation, vous avez un dossier par réclamation. Mais en fait, dans le dossier, vous avez peut-être au moins 10 correspondances. Donc, c'est très administratif. Donc, pour une paire de parapluies, vous allez avoir 10 courriers, quoi. Donc, voilà, donc c'est très, très long. Enfin, c'est très, très long. Mais après, vous avez en effet des choses qui peuvent se rapporter à des animaux de compagnie qui sont amenés dans le train, des choses qui sont rapportées au bris de vaisselle, à la tenue ou au fait que le personnel de bord n'ait pas été à la hauteur des attentes. Donc, il y a vraiment plein de choses qui mériterait tout à fait d'être creusé. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bon voyage. Voilà, encore. Merci à Arthur. Et comme vous le savez, avant la fin de l'année, il y a encore 2 rendez-vous, n'est-ce pas? Le mardi prochain, le 10. Alors, attends, je remets. Hop, vite fait. Inspiration espagnole avec la Casa de Velázquez, le 10 décembre. Et le mardi suivant, le 17, valoriser et récupérer l'enjeu des gisements. Et puis pour ma part, on donne rendez-vous le 14 janvier sur les métiers de l'hospitalité. Très bon décembre à vous, très bonne fête et à très bientôt. Merci encore.